Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat consacrée ce soir au remaniement. Voici les titres. 16 ministres, 8 femmes, 8 hommes, paritaire et resserré, mais sans grand changement. La nouvelle équipe Valls a été dévoilée ce matin, signant le grand retour de Ségolène Royal à l'écologie et le départ de Pierre Moscovici. Sans attendre, les passations de pouvoir ont eu lieu dès cet après-midi. Manuel Valls a laissé sa place à Bernard Cazeneuve, nouveau ministre de l'Intérieur. Grands absents, les écologistes, ils ont refusé de participer au gouvernement Valls contre l'avis de leurs parlementaires, créant une nouvelle crise interne dont seuls ils ont le secret. Un gouvernement resserré et paritaire, composé de 16 ministres, dont 2 entrants. Voilà à quoi ressemble le gouvernement de combat voulu par François Hollande. Le détail avec Sandra Cerquera. On attend le secrétaire général de l'Élysée, mais c'est François Hollande qui apparaît. Sourire aux lèvres, il part pour Bruxelles. Ça a été très simple, très rapide, très clair. 20 minutes plus tard, Pierre-René Lemay annonce la composition du nouveau gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est le grand retour de Ségolène Royal, numéro 2 du gouvernement. Elle prend la tête d'un grand ministère de l'écologie, refusé hier par les écologistes. Comme prévu, Benoît Hamon, qui représente l'aile gauche du PS, est promu. Il obtient l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. C'est une surprise, Christiane Taubira reste au ministère de la Justice, malgré ses désaccords passés avec Manuel Valls. Peu de nouvelles têtes dans ce nouveau gouvernement, mais des ministères redimensionnés. À Bercy, 2 pôles, les finances et les comptes publics pour Michel Sapin. Il devra cohabiter avec Arnaud Montebourg, qui s'impose à la tête de l'économie, du redressement productif et du numérique. C'est finalement Bernard Cazeneuve, un proche de François Hollande, qui arrive au ministère de l'Intérieur. L'ancien poste de Manuel Valls a fait jusqu'au bout l'objet de longues tractations. Un portefeuille convoité depuis longtemps par François Rebsamen, qui obtient finalement le travail et l'emploi. Autre fidèle du chef de l'État, Stéphane Le Foll voit ses fonctions étendues. Il garde le ministère de l'Agriculture et devient aussi porte-parole du gouvernement. Le premier conseil des ministres aura lieu dès vendredi. Et Jean-François Copé, le président de l'UMP, s'est dit très inquiet, jugeant ce gouvernement digne de la 4e République. On voit tout de suite les autres réactions politiques à ce nouveau gouvernement avec Pauline Dame et Maxime Tullier. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail. À peine le gouvernement nommé, à gauche, on se félicite du casting. Les signes ont été donnés à la gauche, les signes ont été donnés pour l'économie et à l'échelle européenne. Je crois vraiment que c'est un bon gouvernement qui a été mis en place. Même si chez certains parlementaires socialistes, la fronde continue. En cause, l'orientation libérale de l'exécutif. Que ce soit les propos du président de la République, que ce soit le choix de Manuel Valls, on ne peut pas dire qu'il y ait la nette volonté de modifier le cap économique et social. Pour l'opposition, le constat est clair. François Hollande n'a pas entendu le message des Français. Je veux dire qu'il n'y a, à travers la composition de ce gouvernement, aucune raison de voir les inquiétudes des Françaises et des Français dissipées sur la capacité de tenir la Maison France, de proposer à notre pays un cap, une vision. On s'attendait à ce qu'il y ait des personnalités nouvelles, avec des orientations nouvelles, une dynamique notamment sur l'emploi et l'économie. Et on attend vraiment là un sursaut du gouvernement. Même son de cloche chez les centristes. Ils reprochent à François Hollande de faire du neuf avec du vieux. On fait rentrer 2 éléphants du Parti socialiste, qui incarnent plutôt d'ailleurs une ancienne ligne qu'une ligne vraiment nouvelle. Et pour le reste, le gouvernement ne change pas. Donc je crains en fait que ça exacerbe les tensions. Contesté par une partie de sa majorité, critiqué par l'opposition, Manuel Valls devra convaincre mardi lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Et à peine ce nouveau gouvernement annoncé que les passations de pouvoir entre les ministres entrants et les ministres sortants ont débuté, dont celle très attendue et très observée entre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, place Beauvau, Mounir Soussi.
Il s'est battu pour obtenir Matignon, mais au moment de quitter la place Beauvau, Manuel Valls est gagné par une pointe de nostalgie. Je ne vous cache pas que je quitte la place Beauvau avec un pincement au cœur, parce qu'il y a sans doute un goût d'inachevé. Bernard Cazeneuve, nouveau ministre de l'Intérieur, sera sur le terrain dès ce soir pour enfiler le costume de premier flic de France. 22 ans après sa première entrée dans ce ministère, Ségolène Royal revient à l'écologie à la place de Philippe Martin. Sauf qu'entre-temps, ce portefeuille secondaire sous François Mitterrand est devenu clé. Aujourd'hui numéro 3 du gouvernement, l'ancienne candidate à la présidentielle veut se mettre immédiatement au travail et désamorcer toute rivalité avec les écologistes. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les Verts. Évidemment, je les associerai de toutes mes forces à la réflexion et à la décision parce qu'ils ont une expertise, une passion, un engagement, des convictions qui sont tout à fait utiles au pays. Une main tendue à Europe Écologie Les Verts et à Cécile Duflot qui laisse le ministère du Logement à Sylvia Pinel. Cécile Duflot, qui avait l'impression d'être muselée dans ce gouvernement, se projette déjà dans l'avenir. Ma liberté, pleinement retrouvée et assumée, je la mets au service de l'écologie, de la gauche et de la France. À son arrivée au ministère de l'Éducation, Benoît Hamon a pris conscience de la tâche qui l'attend. Il prend la tête d'un portefeuille qui regroupe l'éducation nationale, la recherche et l'enseignement supérieur, pendant que Vincent Payan, son prédécesseur, se dirige lui vers la campagne des élections européennes. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Alors on va parler des défis qui attendent les nouveaux ministres. Et un ministre qui prend du jalon, c'est Benoît Hamon qui donc devient ministre de l'Éducation. Il va avoir un défi de taille, Benoît Hamon. L'éducation, c'est la priorité de François Hollande. Alors il a deux choix. Soit c'est un ministre de combat et il va au feu, il monte au front, il s'attaque au mastodonte de l'éducation, comme l'avait un peu fait Vincent Payan, mais avec peut-être quelques difficultés en termes de langage et en termes d'appréciation, c'est-à-dire qu'il était un petit peu trop rentré dedans. Il affronte la loi sur les rythmes scolaires, la loi sur l'éducation à proprement parler, et dans ces cas-là, il va au front, soit il se contente de gérer, il met de l'huile dans les rouages. Et la chance de Benoît Hamon, c'est qu'il incarne l'aile gauche. Alors peut-être que ça peut aider face aux syndicats qui sont très puissants dans le monde de l'éducation, mais ça risque de ne pas suffire parce que la Gronde, elle est très très forte dans ce monde de l'éducation. Vous savez, il y avait cette promesse des 60 000 embauches que François Hollande s'est promis de tenir d'ici la fin de son quinquennat. Ça sera le défi de Benoît Hamon, pas facile à faire. On parle à présent d'Arnaud Montebourg de Bercy avec deux hommes aux manettes. Oui, Bercy est coupé en deux. Alors, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Alors, ils sont nombreux ces derniers temps à avoir posé cette question. Il faut un patron à Bercy. Alors, qui est le patron? Arnaud Montebourg? Eh bien non, le vrai patron, c'est Michel Sapin. C'est lui qui aura la charge des finances et des comptes publics. C'est lui qui aura la tâche d'appliquer la politique menée par François Hollande. C'est lui qui aura à gérer la France dans l'Europe, l'Europe avec la France. Et de l'autre côté, bien, ça sera Bercy et le pacte de responsabilité pour Arnaud Montebourg. Alors les deux hommes sont, on va dire, complètement différents, avec un caractère complètement radicalement différent. Arnaud Montebourg, vous savez, il est assez difficile à gérer. Vous vous rappelez des couacs en série et de ses relations très difficiles avec Jean-Marc Ayrault. On verra ce qu'il en sera avec Manuel Valls, même s'il y a un pacte qui a été signé entre les deux. C'est donc un pari extrêmement risqué pour François Hollande, mais il le sait, parce qu'il vaut mieux avoir Arnaud Montebourg à l'intérieur du gouvernement qu'à l'extérieur, avec une liberté retrouvée. Ce sera un homme très dangereux pour François Hollande. On termine avec les deux seuls entrants de ce nouveau gouvernement, François Rebsamen et Ségolène Royal. Pour Ségolène Royal, c'est la fin de la traversée du désert qui a duré quand même depuis quelques années. Elle l'a dit tout à l'heure, pour moi ce n'est pas une revanche et pourtant ça y ressemble terriblement pour des raisons, alors on le sait, personnelles, on ne va pas revenir dessus. Elle n'était pas du tout la bienvenue dans un gouvernement et puis le patron François Hollande avait besoin quand même de fortes têtes, de fortes personnalités, à la recherche d'un électorat populaire qu'incarne Ségolène Royal et qu'il a totalement perdu parce que ça s'est vu dimanche dernier dans les urnes, donc retour de Ségolène Royal. Et quant à François Rebsamen? Eh bien, on l'attendait, mais pas là où il atterrit. Ça fait des années qu'il se prépare pour le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il aura le travail, l'emploi et le dialogue social. Alors, il était au cœur d'une grande bataille depuis 24 heures parce que Manuel Valls ne voulait pas. Il voulait un proche qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas. Lui, François Rebsamen, est un Hollandais historique. Il y avait donc une bataille. Et dans ces cas-là, eh bien, quand il y a le choix entre deux hommes, on choisit un troisième, ça sera Bernard Cazeneuve, il sera ministre de l'Intérieur, donc c'est un gros ministère par contre pour François Rebsamen, avec un chiffre qui sera scruté à la loupe tous les mois,
c'est bien sûr le combat sur le chômage. Merci Mickaël, on va effectivement y revenir dans un instant. Alors vous l'avez dit, c'est le grand retour de Ségolène Royal, numéro 3 du gouvernement. Elle prend la tête du ministère de l'écologie. L'ex-compagne de François Hollande signe ainsi son retour au niveau national, mais c'est aussi un retour aux sources. Tam Tranui. Il y a plus de 20 ans et pendant à peine un an, Ségolène Royal a déjà connu le portefeuille de l'environnement. Dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy, la jeune ministre s'occupe du traitement des déchets, des nuisances et fait aussi voter une loi sur l'eau. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de bonne économie sans bonne écologie, que l'environnement est une source formidable de création d'emplois et que non seulement ça permet de créer des emplois, mais en même temps, ça permet de régler les problèmes de pollution industrielle. Depuis en 2 décennies, l'écologie est passée du ministère de second plan à un grand ministère en charge de dossiers majeurs, comme la transition énergétique, l'avenir du nucléaire ou encore l'écotaxe. En 20 ans, Ségolène Royal aussi a changé de dimension. Entre 1997 et 2002, elle est ministre de Lionel Jospin en charge de l'enseignement, puis de la famille. En 2006, sa carrière prend un nouveau tournant. Candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle, elle est finalement battue. J'ai engagé un renouvellement profond de la vie politique. Dans le même temps, en Poitou-Charentes, Ségolène Royal poursuit au niveau local son action en faveur de l'environnement avec l'adoption de plans en faveur des énergies renouvelables et la promotion de la voiture électrique. Je ne suis pas pour des punitions sur l'écologie. Depuis 2011, c'était la traversée du désert, balayée au premier tour de la primaire socialiste, puis battue à l'élection législative par le dissident Olivier Falorni. Ségolène Royal est restée loyale 2 ans durant à la politique de François Hollande, une fidélité aujourd'hui récompensée. Et l'autre entrant de ce gouvernement resserré, c'est François Rebsamen, sénateur maire de Dijon, proche de François Hollande. Annoncé place Beauvau, il a finalement la lourde tâche de succéder à Michel Sapin à la tête du ministère du Travail. Alors que le chômage n'a jamais été aussi haut en France, son portrait avec Julie Hulin. Il s'imaginait place Beauvau. Déjà en 2012, l'intérieur lui avait échappé. Il hérite finalement du ministère du Travail. C'est un très bon choix, car c'est un diplomate, c'est un homme qui sait être arrangeant, juste ce qu'il faut, mais qui sait garder un cap. François Rebsamen, le vieil ami du président de la République. Numéro 2 du Parti socialiste à l'époque où François Hollande en devient le premier secrétaire. 10 ans plus tard, Ségolène Royal lui confie la codirection de sa campagne présidentielle. Entre-temps, il s'est emparé de Dijon, faisant basculer à gauche une ville dirigée par la droite depuis 1935. Il a d'ailleurs été réélu dimanche pour un 3e mandat. Devenu sénateur en 2008, il prend la tête du groupe PS en octobre 2011. Son mot d'ordre, le rassemblement. Je crois toujours que seul le rassemblement de la gauche permettra de faire avancer les choses sans céder, bien sûr, à la démagogie. Il a toujours soutenu la politique de François Hollande jusqu'à son opposition clairement exprimée au non-cumul des mandats. Ma conviction pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Homme de conviction et d'expérience, il ne se gêne pas pour dénoncer les couacs du gouvernement, invitant même Jean-Marc Ayrault à virer un ministre pour l'exemple. Après des annonces contradictoires, et donc moi je souhaite que, c'est pour ça que je le disais, il n'y ait pas des annonces contradictoires et il y ait une annonce qu'elle soit faite par le Premier ministre et que tout le monde s'y tienne. Sur ses épaules repose désormais le retournement de la courbe du chômage. Dimanche, il appelait à un nouveau cap plus à gauche pour le gouvernement. À lui maintenant de convaincre, aux côtés d'un Premier ministre au profil plutôt libéral. Et puis sachez que François Rebsamen sera remplacé au Sénat par Isabelle Lajoux, sa suppléante. Elle est maire socialiste de Savolles, petite commune de Côte-d'Or, située à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Alors ce remaniement ouvre une nouvelle crise chez les Verts. Ils sont les grands absents de ce nouveau gouvernement. Une décision loin de faire l'unanimité chez les parlementaires écologistes. Faustine Saint-Geniès. Après presque 2 ans au gouvernement, pas question pour les Verts de re-signer. En cause, le manque de garanties apporté par le nouveau Premier ministre. Manuel Valls n'était pas le bon signal pour créer une dynamique avec les écologistes. Donc la position qu'on a prise est une position que moi je qualifie de position de Saint-Thomas. C'est-à-dire maintenant, à Manuel Valls, par ses actes, par la qualité des lois qui vont être présentées, de redonner des gages aux écologistes. Une décision intervenue après une longue journée de tractation. Manuel Valls a eu beau proposer à Cécile Duflot le poste de numéro 2 du gouvernement et offrir aux Verts le ministère de l'écologie. Cela n'a pas suffi. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les parlementaires.
Il semble que les parlementaires écologistes auraient souhaité pouvoir y participer après les propositions sur le fond que leur avait faites Manuel Valls hier, et que les instances d'Europe Écologie ne l'aient pas accepté hier soir. Il faut les respecter. Or, les écologistes jouent un rôle majeur à l'Assemblée, où les socialistes n'ont que 2 sièges de plus que la majorité absolue, mais surtout au Sénat, où sans eux la gauche est minoritaire. Officiellement, ils appartiennent à la majorité présidentielle, mais restent vigilants. Nous ferons notre boulot de parlementaire. Est-ce que vous voterez la confiance à Manuel Valls mardi prochain? Il n'y a ni défiance automatique, ni confiance absolue. Les écologistes doivent se réunir samedi en Conseil fédéral. Manuel Valls aura-t-il une majorité à l'Assemblée nationale? Il doit prononcer son discours de politique générale et demander la confiance des députés mardi prochain. Au Sénat, il n'a pas toujours laissé un bon souvenir, notamment lors des débats sur le non-cumul des mandats, où la discussion avait tourné au bras de fer. Flora Sauvage. Les relations entre Manuel Valls et le Sénat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Au cours de son passage au ministère de l'Intérieur, il a parfois impressionné et souvent agacé, car il n'a pas sa langue dans sa poche, quitte à froisser les membres de la Haute Assemblée. Vous devez accompagner ce texte. Quel que soit le vote qui sera le vôtre, ce texte sera adopté. Au Sénat, les partisans du cumul des mandats gardent un souvenir amer des débats face au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était resté inflexible. Le message était et reste clair. Suicidez-vous ou nous vous exécutons. C'est donc vous, Monsieur le ministre, qui serez dans l'histoire parlementaire, celui qui, après avoir mis en place le binôme départemental, aura fait de la Haute Assemblée une assemblée de seconde zone. Mes chers collègues, je vous demande de tenir bon. On ne peut pas avoir, monsieur le sénateur, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du ministre en plus. Dans l'opposition, on le compare souvent à l'ex-chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Quand on donne des leçons à tout le monde et quand on veut singer Nicolas Sarkozy, il faut bien le faire. Or, visiblement, c'est un mauvais imitateur. Musclé, parfois tranchant, le style de Manuel Valls a souvent bousculé les sénateurs. Reste à savoir si, devenu Premier ministre, il essaiera d'arrondir les angles. Et puis aujourd'hui, le bureau du Sénat a levé l'immunité parlementaire du sénateur de Polynésie Gaston Floss. Poursuivi dans plusieurs affaires, il vient d'être mis en examen pour détournement de fonds publics. La levée de son immunité pourrait permettre de le placer en garde à vue. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, porte-parole du Parti socialiste. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et notre invité ce soir également, Jacques Boutot. Vous êtes maire du 2e arrondissement de Paris et vous êtes membre du bureau exécutif de Europe Écologie Les Verts. Alors Laurence Rossignol, on a vu ce nouveau gouvernement annoncer ce matin un des gouvernements les plus restreints de l'histoire, composé de ténors. Est-ce que c'est vraiment un gouvernement prêt au combat? Je crois, oui. Et on est dans la première partie du combat, c'est la nomination du gouvernement, du moins des ministres de plein exercice de ce gouvernement. Et la deuxième partie du combat va commencer mardi prochain avec le discours de politique générale du Premier ministre, parce que dans le message qui a été lancé par les électeurs au cours des 2 derniers dimanches, il y avait d'une part un besoin d'une équipe efficace, cohérente, solidaire, et d'autre part un besoin de réorientation. Le président de la République a donné lundi soir le sens qu'il avait entendu au message des électeurs, et le Premier ministre la semaine prochaine nous dira comment le discours du président de la République va se traduire dans l'action gouvernementale. Alors Philippe Bas, on a entendu la droite qui disait c'est un gouvernement digne de la 4e République, un bateau ivre, a dit Jean-François Copé. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Ce que je sais, à coup sûr, c'est que c'est la première fois, et je l'ai vérifié, dans l'histoire de la République, qu'un gouvernement démissionne après des élections municipales. Ça donne une petite idée quand même de l'ampleur du désaveu que ce gouvernement Il fallait envoyer un message aux Français, c'est ce que vient de dire Laurence Rossignol. A subi. Et ce désaveu, de mon point de vue, c'est pas le désaveu des femmes et des hommes qui composaient le gouvernement. Les Français n'ont pas dit, en votant au municipal, ils ne sont pas au niveau, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour gouverner. Non. Ce désaveu, il a vraiment porté sur ce que les Français considèrent comme l'insuffisance des résultats d'une politique sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur la réduction des déficits. Et ce désaveu, il a également porté
sur l'absence de compréhension de ce que pouvait être la ligne. Acte 1, je supprime les baisses de cotisations sociales décidées début 2012 par Nicolas Sarkozy. Acte 2, j'augmente les impôts. Acte 3, je rétropédale en faisant le crédit impôt compétitivité emploi. Acte 4, je réaugmente les impôts. Acte 5, je fais le pacte de responsabilité. Et lundi soir, le président de la République dit « mais je vais compléter le pacte de responsabilité par un pacte de solidarité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai décidé il y a 2 mois de baisser les charges patronales, je décide maintenant de baisser les cotisations salariales. Et évidemment, tout le monde se dit mais qui va payer? Parce que quand on baisse les ressources de la sécurité sociale, on fait du déficit. Et pour combler le déficit, que fait-on maintenant? Et donc, ce qui pourra permettre, je l'espère pour notre pays, d'améliorer les résultats, c'est pas de changer les hommes et les femmes, c'est de mettre en œuvre une politique cohérente et non pas en zigzag. Alors, Philippe, on va faire agir Jacques Boutot parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de changements dans ce nouveau gouvernement. Il n'y a que 2 nouveaux entrants, Ségolène Royal et François Rebsamen. Est-ce que ce manque de changement, finalement, ça donne raison à Europe Écologie Les Verts qui avait des inquiétudes sur la volonté de François Hollande de faire bouger les lignes et vous donne raison, finalement, de ne pas participer au gouvernement? Le principal changement, et vous ne le mentionnez pas, c'est le changement de Premier ministre. Et nous pensons que François Hollande fait une mauvaise lecture du scrutin municipal. Ce qu'ont dit les Français en s'abstenant de façon très importante, il y a une abstention de gauche très forte. Et puis aussi en votant pour les écologistes, qui est en quelque sorte un vote réceptacle à gauche. Ils lui ont dit on veut plus de lisibilité dans la politique qui est menée, mais on veut une politique qui soit à gauche, qui soit conforme aux engagements de mai 2012. Et quand la réponse à cette observation, à ce scrutin, à ce résultat du scrutin que fait le Premier ministre, que fait le Président de la République, c'est de nommer un Premier ministre qui va mener une politique plus libérale et plus à droite encore, il est bien légitime que les écologistes soient inquiétants parce qu'on ne fait pas d'écologie sans mobiliser des moyens publics et sans investir mais vous faites un procès d'intention, voilà. Manuel Valls, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il avait donné des garanties à votre parti, notamment sur la transition écologique et la proposition de ce grand ministère de l'écologie. Vous savez que avec Jean-Marc Ayrault, il nous était difficile, nous les écologistes, d'avoir une parole libre lorsque nous étions en responsabilité ministérielle. On l'a vu avec Cécile Duflot qui a maintes fois tenté de s'exprimer. C'est pas ce qu'on avait cru comprendre. J'ai cru comprendre qu'elle s'exprimait beaucoup et peut-être un peu trop, au contraire. Rappelé à l'ordre très fréquemment. Ah, voilà, oui. Or, aujourd'hui, cette liberté de parole, nous souhaitons la reconquérir. Nous avons avalé beaucoup de couleuvres avec le gouvernement Ayrault. Les messages qui sont envoyés à la population et aux écologistes avec Manuel Valls, c'est de dire que ça va être encore plus difficile pour nous. Donc il est légitime que nous soyons en retrait et que nous soyons dans une situation d'attendre pour voir. On va attendre le discours de politique générale pour nous déterminer. La non-participation des Verts à ce gouvernement, malgré les propositions qui leur ont été faites? Oui, je regrette la non-participation des Verts à ce gouvernement. Je regrette cette décision qu'a pris l'instance nationale, le bureau exécutif des Verts, et qui, j'ai vu assez vite, n'était pas partagé, était probablement majoritaire, mais n'était pas partagé par l'ensemble des personnalités qui représentent les Verts au Parlement en particulier, mais c'était une décision de leur parti. Je le regrette parce que je pense que quand la gauche est rassemblée, elle est plus forte. Et à la différence de mon voisin, soit vraiment de gauche. Oui, mais enfin, elle l'a été pendant que vous avez participé à un gouvernement pendant 2 ans, pendant près de 2 ans, que vous avez jugé suffisamment à gauche pour y participer. Et pour autant, ce gouvernement et notre action collective, et dans laquelle vous êtes aussi impliqué au cours de ces 18 mois, n'a pas été, enfin presque 2 ans, 22 mois, pardon, 22 mois n'a pas été pour autant validé par les électeurs. Donc, je ne suis pas sûr que les résultats bons que vous avez obtenus dans un certain nombre d'endroits vous suffisent pour que vous puissiez dire aujourd'hui que le gouvernement était passé à gauche ou que vous n'êtes pas solidaire de ce qui a été fait. En revanche, je voudrais finir. En revanche, je trouve que le procès qui est fait à Manuel Valls, c'est un procès d'intention. Les hommes politiques sont en situation responsable du pays qu'ils conduisent. Et le gouvernement, le président de la République, Manuel Valls ont tous dit
qu'ils avaient entendu les uns et les autres le message, et le président de la République, d'ailleurs Philippe Bas le pointait, et pointait son désaccord avec ça, a tout à fait dit que la justice sociale devait être introduite. Enfin, pour les socialistes, maintenant que vous êtes... J'étais en désaccord avec la justice sociale. En désaccord avec le fait du président de la République... J'ai dit qu'on ne pouvait pas à la fois baisser les cotisations des employeurs et les cotisations des salariés sans faire de déficit supplémentaire, alors même que les déficits ont dérapé par rapport aux prévisions de ce gouvernement. Oui, enfin, si on parlait des déficits qui ont dérapé, je ne voudrais pas qu'on revienne sur l'état dans lequel on a trouvé le pays, mais de temps en temps, il faut le rappeler. On va pas reparler de l'héritage, alors. C'est là qui dérape depuis longtemps. Voilà, les déficits ont largement dérapé entre 2007 et 2012, et ça a été Philippe notre Bas, peut-être juste pour dire que maintenant, dans ce gouvernement où les écologistes ne sont plus présents, les socialistes ont un vrai défi. Et ce défi, c'est de montrer qu'on va pouvoir faire la transition écologique, la transition énergétique, la sociale écologie, comme nous l'appelons nous chez les socialistes, malgré vous, malgré votre absence au gouvernement. Et que j'espère que sur ce projet-là, dans toutes les bonnes mesures, on a des parlementaires, on vous soutiendra dans toutes les bonnes mesures de transition écologique. L'opposition, est-ce que les écologistes ont eu raison de ne pas entrer dans le gouvernement? J'observe qu'il n'y a pas moyen d'en placer une quand les socialistes et les Verts sont en débat public. Je vous donne la parole, allez-y. Je vous remercie. À l'évidence, l'assise politique de ce gouvernement est plus étroite que celle du gouvernement Ayrault. Et ce n'est pas seulement à cause des Verts, parce que quand Henri Emmanuelli, ancien premier secrétaire du Parti socialiste et ancien président de l'Assemblée nationale de gauche, dit qu'il s'abstiendra, c'est grave pour l'assise politique de ce gouvernement. Mais surtout, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, au fond, je devrais presque être content. Je crois qu'il y a une ligne politique que je qualifierais de plus droitière qui l'a emporté. Mais ce que je considère, c'est qu'il ne suffit pas de faire des avancées conceptuelles, en quelque sorte, et de reconnaître que le problème est de dynamiser nos entreprises en baissant leurs charges. Il faut le faire carrément et avoir un vrai choc de compétitivité, pas en prenant des mesures cosmétiques et en les retenant une fois qu'on les a annoncées. Autrement dit, pour reprendre une expression assez courante dans notre vieux pays, il faut qu'un jour, le verbe se fasse chair. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on applique les mesures qui correspondent à la nouvelle orientation idéologique droitière. Jacques Boutot, finalement, comme vous n'y allez pas, eh bien c'est Ségolène Royal qui se retrouve à la tête du ministère de l'écologie. Vous lui faites confiance pour mener à bien les défis qui l'attendent, notamment la transition énergétique? Eh bien, on verra la loi de transition énergétique qui va être en débat au Parlement et qui sera votée en fin de cette année. Si la loi est bonne, et nous contribuerons avec nos parlementaires à faire en sorte que ce soit une loi ambitieuse de sortie de nucléaire, notamment, et qu'on tienne les engagements de François Hollande, on va l'aider à tenir ses propres engagements, même en ne participant pas au gouvernement, pour que la part du nucléaire dans l'électricité soit ramenée à 50%, comme cela avait été annoncé. Si c'est le cas, on le votera. Simplement, moi, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'on puisse baisser les charges des entreprises et pouvoir mobiliser suffisamment de moyens pour investir dans la transition énergétique. On verra, c'est une politique qui est aujourd'hui contradictoire et qui manque de lisibilité. Merci Jacques Boutot. Rapidement, Laurence Rossignol, les secrétaires d'État seront nommés la semaine prochaine. Est-ce que vous aurez un secrétariat d'État? Vous le savez déjà? Vous faites partie des noms? Je crois que personne ne sait. Ce qui va être annoncé la semaine prochaine, c'est pas la priorité du gouvernement pour les jours qui viennent. Moi, j'attends avec impatience le discours de politique générale du Premier ministre et j'ai confiance en la loi de transition énergétique et j'ai surtout confiance dans le fait que la gauche va trouver le moyen de redresser ce pays sur le plan de ses déficits publics, sur l'appareil productif et en même temps faire la justice sociale. Il n'y a pas qu'une voie qui est celle de l'austérité, il y en a une autre, c'est celle que nous devons inventer maintenant. Merci beaucoup Laurence Rossignol. Un mot très rapide. Je veux juste vous dire que Ségolène Royal vient d'annoncer qu'elle resterait présidente de la région Charente-Poitou. Oui. Je demande au Premier ministre, est-ce que vous allez reprendre la mairie d'Evry et à M. Rebsamen, allez-vous garder la mairie de Dijon? Choisissez et exercez votre autorité. Merci Jacques Boutot, merci Laurence Rossignol. C'est la fin de cette édition à 22h. Je suis pour la cohérence gouvernementale. Très bonne soirée et à demain. Mais si vous n'êtes pas cohérent, on l'est.